Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Et aujourd'hui, on va faire un double épisode avec deux équipes qui ont fait une bonne saison, voire très bonne saison l'année dernière, Illinois et Indiana. Je ne suis accompagné de personne aujourd'hui, mais comme vous le savez, je suis à peu près sur toutes les previews de Big Ten, parce qu'en suivant Oregon, il faut bien savoir contre qui on joue. Donc on va tout de suite commencer avec Illinois, on finira par Indiana. Et comme d'habitude, on commence par le review de la saison 2024. Ensuite, on regarde un peu ce qui s'est passé cette off-season en termes de mouvement et une review de l'effectif. Puis ensuite, le prono. On se lancera, en tout cas, je me lancerai sur des petits pronos concernant ces deux équipes. Ces deux équipes qui ne vont pas être faciles forcément à pronostiquer, mais partons quand même sur ça. Pour Illinois, la saison 2024, elle s'est bien passée. Un bilan de 9-3 en saison régulière et également une belle victoire face à South Carolina au Cheez-It Citrus Bowl en bowl game en fin de saison. Donc ça amène une saison à 10 victoires. C'est la première fois depuis 2001 pour Indiana. Et mine de rien, on peut dire que c'est un beau travail de Brett Bielema, le coach d'Illinois, qui construit un peu son programme et il est en train de les amener avec beaucoup d'expérience dans une Big Ten qui est un peu en dessous cette année. Vous l'avez certainement écouté dans les previews. Il y a beaucoup de joueurs qui partent, beaucoup de renouveau dans les grosses équipes, notamment Oregon, Ohio State. À part Penn State, il y a une place à prendre, j'ai l'impression, entre pour la deuxième, troisième, quatrième place. Et Illinois peut y aller. Et il sort d'une très bonne saison 2024. Voilà, une saison à 10 victoires pour Illinois, c'est toujours très bien. Et finalement, ils vont pouvoir construire je pense, des belles choses. Pour les mouvements de la off-season, il y a le départ de quelques joueurs, notamment le running back Josh McCray, qui était MVP du Citrus Bowls, qui s'en va, qui transfère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de cette belle saison d'Illinois qui reviennent. Ça va vraiment bien aider l'effectif. Et c'est même, pour vous donner la petite statistique, c'est 16 titulaires qui reviennent. 16 titulaires qui reviennent. On est sur de l'expérience, de la production et mine de rien, de la continuité. Donc, ils sont tous dans le même système. Tout le monde est vraiment en train de ce qu'appellent les Américains buy-in dans le programme. Ils sont tous vraiment chauds pour le programme. Et voilà, ça amène une très bonne dynamique de fin de saison l'année dernière, un bon été avec quelques transferts qui vont être décisifs. Et puis finalement, ça va aller jouer avec de la solidité dans le roster et de l'expérience, ce qui dans le college football est, mine de rien, très important. Donc voilà, à part les 16 starters qui reviennent, on a la profondeur qui reste. C'est une des équipes avec Indiana, justement, Illinois et Indiana, qui ramènent le plus de joueurs de l'année dernière. Donc, on avait vu avec Penn State, ils ramènent 65% de leur effectif. Là, c'est un peu plus, je crois que c'est aux alentours de 68-70. Donc voilà, c'est quand même un effectif avec beaucoup de production qui a pu remonter. Et en même temps, voilà, ils ont de l'expérience de freshmen, de sophomores et de juniors qui reviennent pour leur saison d'après senior, etc. Au niveau du recrutement, le recrutement en high school, on sait qu'Illinois, Indiana, ce n'est pas des énormes programmes. Donc, le recrutement high school, c'est la 50e classe du pays pour Illinois. Ils ont un 4 étoiles. C'est Grant Bierman, donc Bierman, mais pas comme le pilote de F1, c'est comme beer, comme la bière, l'homme à la bière, qui est, je pense, va bientôt aller dans le all-time team name. Avec le all team name, avec les prénoms qui sont plutôt, les noms de famille qui sont plutôt marrants. Donc voilà, Grant Bierman qui va arriver, c'est le seul 4 étoiles de la classe. Il y a 22 autres joueurs qui sont 3 étoiles, mais voilà. Au niveau du recrutement des transferts, c'est la 43e classe du pays. Un 4 étoiles et 14 3 étoiles. Donc globalement, ils ont pris de la profondeur. Le seul gros nom du portail des transferts, ça va être James Thompson Jr., le defensive line de Wisconsin, qui devrait venir faire des plutôt bonnes choses pour la défense des Fighting Illini. Voilà, une off-season globalement marquée sur la continuité, et c'est un peu ce qu'on va voir dans la review d'effectifs. Luke Altmaier, ça sera le quarterback de cette année, je pense qu'il n'y a aucun débat. L'année dernière, il était le quarterback déjà. Il avait fait une saison 2024 très correcte, avec plus de yards, plus de touchdowns, moins d'interceptions,
qu'il avait eu en 2023. Donc on a vu qu'entre 2023 et 2024, il y avait eu une énorme production, enfin une énorme amélioration, à la fois dans la production, moins d'interceptions, plus de yards, etc. Et si ça se continue pareil, ça veut dire qu'il va progresser de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025. Ce qui nous amène à, moi je pense, une très belle saison pour Luke Altmaier. C'est un joueur que j'apprécie. C'est pas un top pick de draft. Ceux qui suivent le college football, c'est pas un des top noms, mais c'est un bon joueur de football. Et un bon joueur de football avec de l'expérience en college football dans une Big Ten qui se rapproche quand même dans le ventre mou, qui va pouvoir s'en sortir, et mine de rien, ça amène beaucoup de choses. Au poste de running back, ça sera un groupe de 3 running backs, donc un comité de running backs qui vont se séparer les répétitions. Donc globalement, ils seront bien aidés par la O-line. Pourquoi ils seront bien aidés par la O-line? Parce qu'ils retournent 5 starters. Donc les 5 titulaires reviennent de la O-line de l'année dernière. Comme on l'a déjà dit dans les épisodes, moi en tout cas personnellement, je trouve qu'une O-line qui a beaucoup d'expérience, qui a joué entre eux, qui a les automatismes, c'est primordial. Et dans une grande saison de college football, avec beaucoup de matchs, il faut avoir une O-line qui est performante et une O-line également qui peut te gagner des matchs à elle toute seule en disant ok, il nous faut un first down dans le 4e quart pour aller chercher justement ces 2 minutes qui vont encore s'écouler pour aller gagner le match quand tu es dans un match serré, surtout en Big Ten. Quand tu es dans un match qui est justement où tu vas avoir besoin d'aller scorer, il faut que ta O-line elle tienne et qu'elle ne prenne pas de sac. Quand on est en situation de pass rush évidente, il faut que ta O-line elle soit prête à encaisser tout ce que la défense leur mette en face. Donc globalement, une O-line avec de l'expérience qui sera menée par le left tackle JC Davis. C'est un super senior. Il a une année d'éligibilité supplémentaire. Donc gros bénéfice d'expérience. Puis également, il y aura le centre Josh Krutz qui sera aussi à regarder cette saison. Bref, c'est le gros point fort de cette équipe d'Indiana, en tout cas de l'attaque. C'est le gros point fort de l'attaque, ça va être la ligne offensive. Et Luke Altmaier, il va être entouré, il va être bien protégé. Il y aura un jeu de course qui va pas être incroyable. Il n'y a pas de gros nom au poste de running back. Et voilà, ce qui peut être compliqué dans cette attaque de Illinois, ça va être le receiving core, qui va être le corps de receveur avec tight end receveur. Il y a très peu de production des années précédentes qui revient à Illinois. C'est un peu les joueurs qui sont partis, c'est au poste de receveur. Donc ça va globalement jouer avec une escouade de receveurs que je ne connais pas. Mais il y a Hudson Clement, le transfert venant de West Virginia, qui est un bon joueur qui arrive. Donc je pense qu'il aura pas mal de reps, pas mal de targets. Mais à part lui, c'est un peu flou pour moi, pour le reste de l'équipe. J'ai vu quelques noms lors de mes recherches. C'est pas forcément des noms qui m'ont parlé à moi. C'est pas forcément des gens qui vont vous parler à vous également. Il n'y a pas de superstar qui va arriver, ou même pas forcément de superstar, mais de très bons joueurs. Retenez peut-être Hudson Clement de transfert de West Virginia, mais ça risque d'être la faiblesse de l'équipe. Donc l'avantage d'avoir une bonne O-line, c'est qu'ils vont pouvoir se reposer sur le jeu à la course. Et Luke Altmaier, avec son expérience, il va pouvoir aller mettre les receveurs et les tight ends au bon endroit avec la bonne prise de décision. Mais ça risque d'être un peu la faiblesse de l'équipe, effectivement, cette partie receveur. Au niveau de la D-line, là, si on passe de l'autre côté de la défense de Illinois, la saison dernière, elle était très correcte. Il y a le retour du edge rusher Gabe Jackass, qui a 8 sacs l'année dernière, quand même. Il va pouvoir mettre la pression. C'est un des meilleurs pass rushers de la Big Ten, voire du pays. Le reste est un peu parti à la NFL. C'est vrai qu'il y a eu des joueurs qui sont partis à la NFL de Illinois ou qui ont été diplômés, qui n'ont plus d'éligibilité. Mais globalement, voilà, ça sera un groupe de D-line mené par Gabe Jackass. Et ensuite, on aura de la profondeur avec des joueurs qui sont quand même plutôt corrects. Au niveau du poste de linebacker, on a Dylan Rosiek qui revient de blessure. Il sera là pour faire un peu gérer cette escouade de linebacker.
L'année dernière, il a été blessé pas mal de matchs. Il me semble qu'il s'était fracturé la jambe. Je ne suis plus trop sûr, mais il me semble qu'il s'était fracturé, en tout cas qu'il s'était blessé à la jambe. Il va revenir. C'est un très bon joueur de football, un bon plaqueur. Voilà, quand il va maintenant qu'il sera en bonne santé, ça sera certainement un très bon atout pour la défense. Mais le gros atout de Illinois, c'est le backfield défensif. Les DB sont très forts. Et si vous suivez la draft et si vous suivez également le college football, vous allez avoir des noms qui vont revenir en avril, enfin en mars-avril, quand est-ce que ce sera la draft, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est avril. Également, tout au long de la saison, ça va être des joueurs à regarder pour les All Big Ten Conference, pour les All American potentiellement. Notamment, je pense à Xavier Scott. Xavier Scott, il est 2 fois All Big Ten, hein. C'est pas rien, notamment. Il revient, donc de la très grosse production avec beaucoup de talent qui revient. Il y a également Miles Scott, Matthew Bailey, Tory Cox qui reviennent. Donc voilà, il y a du talent, de la production dans un secondary qui va être bien coaché. Ça va faire très très mal. En tout cas, si tu veux essayer de lancer la balle contre Illinois, il va falloir te mouiller la nuque avant. L'avantage, c'est qu'en Big Ten, ça joue beaucoup de jeux à la course, à part certaines équipes, mais sinon, c'est plutôt dominant sur la course. Donc, les équipes de Big Ten ont quand même, avec Illinois qui a un front seven un peu moins fort que leur DB, ça risque certainement de courir contre Illinois. Voilà, une équipe qui est, comme on l'a dit, globalement âgée, avec de l'expérience, de la production qui reviennent, ils ont les automatismes, ils ont le même coaching staff, ça risque d'être très très plaisant à voir jouer. Au niveau du calendrier, c'est un calendrier qui est, mine de rien, à la fois, c'est un calendrier moyen. C'est pas un calendrier compliqué comme on verrait comme Florida pardon, ou Mississippi State. Voilà, c'est pas des calendriers trop compliqués comme ça, mais c'est pas non plus un calendrier hyper facile où il ne joue personne. Cette année, donc les Fighting Illini de Illinois vont affronter Western Illinois, Duke, Western Michigan. Ensuite, ils se déplacent à Indiana, ils reçoivent USC, ils se déplacent à Purdue, ils reçoivent Ohio State, ils se déplacent à Washington et ensuite ils reçoivent Rutgers, Maryland. Et pour finir avec un déplacement à Wisconsin et une réception de Northwestern. Avant de faire les prédictions, globalement, il y a 2 gros matchs face à USC et à Ohio State. L'avantage de ces 2 matchs, c'est qu'ils sont à domicile. Être à domicile contre USC et Ohio State, ça n'a pas non plus la très très grande importance parce que c'est des superbes équipes. Mais en revanche, tu ne vas pas à l'extérieur. Ce n'est pas un match tu ne vas pas te rajouter de la difficulté à aller à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt cool, malgré que je ne vois pas non plus forcément une victoire de leur côté. Peut-être face à USC, mais Ohio State, j'en doute. Ils doivent se déplacer à Washington et à Indiana. C'est jamais facile à jouer. On verra dans la preview d'Indiana. On est sur une équipe qui va être pareil que Illinois, très talentueuse avec de l'expérience. Donc, à voir ce que ça va donner. Réalistiquement, je vois un 8 victoires, 4 défaites, avec un plafond à 10 victoires, 2 défaites. Donc 10 victoires, 2 défaites, ça serait ce qui s'est passé l'année dernière pour Illinois. On va dire que la défaite contre Ohio State, elle est actée. Peut-être contre USC, peut-être contre Indiana. Donc voilà, c'est pour ça que je mettrais 3 défaites. Le plafond à 10-2 pour dire, voilà, ils ont gagné. Ils ont 4 gros matchs, USC, Ohio State, Washington, Indiana. Ils en gagnent un des gros matchs, voire 2 des gros matchs en plafond. Réalistiquement, je pense qu'ils perdent les 4. C'est les matchs les plus compliqués. Illinois a, je pense, certes beaucoup de talent et d'expérience, mais ça arrive de dropper un match ou 2. Donc voilà, je vois plutôt réalistiquement un 8-4, peut-être un 9-3. Mais si c'est du 10-2, voire du 9-3, je pense que c'est un dark horse, donc un dark horse pour ceux qui ont underdog. Voilà, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais potentiellement, ils peuvent arriver par la porte de derrière dans les playoffs. C'est pas par la grande porte, mais ils y arrivent quand même. Attention, si ça perd des matchs devant et que Illinois est à 10-2, ça peut arriver comme Indiana cette année en toute fin
de classement, hein, donc entre les positions 10 et 12. Ça peut arriver s'il y a des équipes qui perdent en face. Mais voilà, s'ils arrivent à 10-2, ça peut faire les playoffs. À 9-3, bon, c'est quand même assez loin. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui apparaissent. Mais sinon, voilà, on se retrouverait avec un 9-3, 8-4 avec un très bon ball game quand même. En tout cas, l'effectif me fait vraiment une bonne impression avec de l'expérience. Comme je l'ai dit, c'est un peu le leitmotiv de cet épisode, c'est l'expérience, le retour des starters. Cet effectif, il me fait bonne impression. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. De mon côté, je vais bien apprécier regarder cette équipe. J'aime beaucoup Brett Bielema. Hein, c'est un coach que j'apprécie, à la fois pour la façon qu'il porte avec voilà pour la preview d'Illinois. On passe directement à la preview d'Indiana. Indiana, bah, c'est un peu les mêmes choses. Je ne vais pas répéter à 100% les mêmes choses, mais ils sont dans la même situation. Une saison régulière vraiment intéressante. Cette fois-ci, au lieu de terminer en 10-2, ils terminent en 11-1. En 11-1, avec une seule défaite contre Ohio State, 38-15 dans un match où ils n'ont globalement pas existé du tout. Et 11-1, c'est super, mais ils n'ont pas eu le calendrier le plus compliqué du siècle. Ils ont un calendrier, mine de rien, très très facile, mais ça reste quand même une saison historique, hein, pour le programme de Bloomington dans l'Indiana. C'était la première année de Kirk Cignetti, hein, le head coach, et on peut dire qu'il s'est vraiment illustré. Il a fait des très très belles choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Kirk Cignetti, potentiellement Guillaume vous en a déjà parlé, en tout cas nous dans le groupe du podcast, on en parlerait beaucoup. À l'époque où il jouait il coachait James Madison, c'est vrai que Guillaume écoutait beaucoup, suivait beaucoup les matchs de James Madison. C'était une Cinderella story quand ils sont arrivés en FBS également, mais il les a pris au sommet en FCS, il les a amenés au sommet en FCS James Madison. Après une première bonne saison en Sunbelt, donc en FBS, en Division 1, 1A, on va dire, hein, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre FCS et FBS. Le FBS, c'est le meilleur niveau de college football possible. Ils étaient dans la conférence Sunbelt où ils ont fait une très très bonne saison, il me semble, avec 8 victoires. Ça semble, et donc là, c'était la première année à Indiana, et ça semble être l'homme de la situation à Indiana. À la fois parce qu'il a ramené beaucoup de transferts de James Madison avec des gars qui ont de l'expérience et pas mal de talent aussi. Et également, bah voilà, il coach bien, il se retrouve avec des bonnes décisions sur le portail des transferts, etc. pour amener ces joueurs-là. Et cette année, on verra il n'est pas mauvais en recrutement. Donc, ça semble être l'homme de la situation pour les Hoosiers. Et finalement, la saison 2024, elle a été très bonne. Ça les a conduits en play-off. Ils perdent contre Notre-Dame au premier tour, 27-17, dans un match qui était globalement compliqué pour les deux équipes avec le froid. Mais c'était au moins une équipe en play-off. Indiana, quand on pense à des équipes comme Alabama, comme Michigan, etc. Bon, Michigan était moins bon cette année, mais on pense à des gros noms qui ne sont pas allés en play-off. Et là, on se retrouve avec Indiana qui a été en play-off, qui a fait des belles choses toute la saison. Ça risque d'arriver. C'est pour ça que la preview d'Illinois et d'Indiana, on a cette partie de attention, ils peuvent passer par la petite porte pour les playoffs parce que c'est déjà arrivé à Indiana cette année. Ça n'en reste pas moins une saison historique, hein, malgré la défaite en playoff. Déjà, ça devait être la première fois qu'ils faisaient les playoffs. C'était la première saison où ils gagnent 10 matchs d'affilée, même 9 matchs d'affilée d'ailleurs, il me semble. Et 8 matchs, ils n'avaient pas gagné 8 matchs depuis les années 65, 67. Donc voilà, on est sur une équipe qui a fait une saison historique et qui récupère pas mal de joueurs et qui en même temps en amène quelques nouveaux qui vont avoir de l'expérience. La question maintenant qu'on va se poser, c'est au vu de l'effectif, est-ce qu'ils peuvent reproduire l'exploit de retourner en playoff? Au niveau des mouvements de la off-season, Kirk Cignetti est arrivé avec énormément de transferts l'année dernière. Pour sa première année, il a ramené beaucoup de monde de James Madison et d'autres facs, mais voilà, il a construit cette année-là, 2024, sur des joueurs qui sont plutôt jeunes et qu'il a pu se ramener en transfert. Maintenant qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, il va pouvoir construire sur ces joueurs qu'il a dans son roster
en ajoutant quelques pièces intéressantes. Au niveau du recrutement des transferts, Indiana a la 25e classe de recrutement au transfert, menée par, on va dire, le très gros nom qui était un top 3 QB dans le portail des transferts, Fernando Mendoza, le quarterback de Cal, qui a fait une magnifique saison à Cal, qui a amené Cal au sommet. Hein. Il était classé assez haut au top 25 pendant la saison. Cal, ça n'arrive pas souvent qu'ils fassent des très 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 grandes saisons comme ils ont fait cette année-là. Donc voilà, Fernando Mendoza qui transfère, il sort de Cal, il arrive à Indiana, qui remplace Curtis Rourke. Curtis Rourke qui est parti à la NFL ou à la CFL maintenant, sachant qu'il est canadien. On a Pat Coogan, l'intérieur O-line 4 étoiles de Notre-Dame, qui arrive pour aider sur la O-line. Et il y a également le cornerback Amarion Knighton, qui arrive de Northern Illinois. Donc après une belle saison à Northern Illinois, et peut-être que vous le connaissez, en tout cas c'est sûr que Augustin le connaît, parce que il a été connu, pas que pour ça, mais il s'est montré en faisant l'interception qui donne la victoire à Northern Illinois contre Notre-Dame dans cet upset générationnel qui a eu. Donc voilà, c'est un cornerback qui a beaucoup joué, puisqu'à Northern Illinois, forcément tu joues un peu. C'était un 2 étoiles qui est monté et maintenant il est 4 étoiles dans le portail des transferts. Voilà, ça va être un très très bon joueur, je pense, pour Indiana, étant donné que, en plus, ils sont bien coachés. Au niveau du recrutement high school, on a la 49e classe du pays. C'est pas vraiment de gros noms. Juste un seul 4 étoiles, beaucoup de 3 étoiles. De toute façon, au vu de l'expérience de l'équipe, ça risque de pas trop jouer, car les anciens sont en place. On va dire, voilà, mine de rien. C'est sûr que quand tu as beaucoup d'expérience, beaucoup de titulaires qui reviennent, tu te retrouves avec tes freshmen qui jouent beaucoup moins. Au niveau des départs, on a Curtis Rourke, forcément le quarterback qui s'en va. On a Justice Elon et Tyson Lawton, les deux running backs titulaires de l'année dernière. À eux deux, ils ont fait 1500 yards, hein, donc c'est pas rien. Le reste de la production, c'est des cacahuètes par-ci par-là. Il y a de la profondeur qui part sur la room de receveur et de tight end, quelques O-line qui s'en vont, beaucoup de profondeur qui s'en va du côté d'Indiana sur la D-line, quelques starters, mais finalement la grosse perte de la défense de Indiana, c'est la perte de Jalen Walker. Jalen Walker qui a été drafté cette année parce que c'est un très très bon linebacker. C'était un peu l'encre de cette défense. Mais il y a quand même des joueurs intéressants qui reviennent. Au niveau de l'effectif, donc maintenant qu'on a fait les départs, les arrivées et un peu les mouvements, au niveau de l'effectif, on a le départ de Curtis Rourke, le quarterback, qui est remplacé automatiquement par Fernando Mendoza. Il y a une grosse saison à venir, selon moi. C'est un des meilleurs QB. En tout cas, il a le potentiel pour être le meilleur quarterback de la Big Ten. Cette conférence, elle a moins de star quarterback, de star power, à part Drew Allard qui a aussi beaucoup d'expérience, mais là, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, il a le potentiel pour être top 3 quarterback de la conférence cette année. Il va avoir de la production, il a des bons joueurs autour de lui, ça va être plutôt pas mal. Finalement, la perte des deux running backs titulaires, elle va être compliquée à remplacer. Il y a très peu de production qui revient cette année. Il y a juste Kalen Black qui a fait, je crois, 200 yards cette année, qui risque d'avoir le plus gros travail de la saison. Mais voilà, ça va être un peu la faiblesse de cette escouade offensive. Finalement, la grande force, à part le poste de quarterback, où ils ont bien, même limite un upgrade en prenant Fernando Mendoza, c'est le retour de tes top 2 receveurs qui combinent 1500 yards et 15 touchdowns à eux deux. C'est Omari Cooper et Elijah Sarrat qui reviennent. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est des joueurs qui ont fait beaucoup de réceptions, qui ont du talent. C'est des joueurs que vous allez certainement voir pour la draft, en tout cas pour les équipes All Conference Big Ten One, Big Ten, enfin All Team Big Ten, All First Team, All Second Team Big Ten. Ça va être des joueurs qui seront, je pense, dans ces listes-là, en tout cas en pré-saison. Et attention, si vous aimez le jeu de passe, ça va certainement être une année à regarder puisque la production des running backs descend. Et vous avez un quarterback en Fernando Mendoza qui est très bon, avec des receveurs comme Mari Cooper et les Just Sarrat qui vont
réceptionner les ballons et ça va courir et ça va lancer. Donc je pense que ça risque de balancer à tout va dans cette attaque au vu du talent. Ça va être super. En revanche, ça va être très léger au niveau du poste de tight end. Je connais personne dans l'effectif et quand on voit la production des années précédentes qui est partie, c'est tout à fait léger. Je crois que le tight end qui a le plus de réceptions dans le rooster, il doit avoir genre 10 réceptions. C'est pas beaucoup, mais à voir ce que ça donne. Au niveau de la O-line, il y a quelques joueurs productifs de l'année dernière qui reviennent. On a également Pat Coogan qui vient de Notre-Dame. Il va avoir de la protection, Mendoza, c'est sûr, le quarterback. À voir ce que ça donne. En tout cas, il n'y a rien d'alarmant sur ce poste. Il y a du talent, il y a de l'expérience. Si ça peut faire quelque chose, c'est sûr que ça va bien aider Fernando Mendoza à lancer les ballons. Au niveau de la défense, ils l'auront encore, je pense, malgré le départ de Jalen Walker. Au niveau du retour de Mikael Kamara. Mikael Kamara, c'est 10 sacs, 47 plaquages, 2 fumbles forcés, 3 fumbles recouverts. On est sur un joueur de top talent, top niveau. L'année dernière, il a fait une très très grosse saison. Il est en lice de faire une superbe saison aussi. Des jouets. Mikael Kamara, retenez bien ce nom. Au niveau du poste de linebacker, on aura le retour d'Aiden Fisher également. Hein. Aiden Fisher, l'année dernière, 118 plaquages au total. Donc, entre les assists et les solos, c'est 60 solos, 40 assists, quelque chose comme ça. Donc, il est partout, tout le temps. Il va bien pouvoir combler le placement de Jalen Walker. Ça, c'est sûr que ça va être un super retour pour Aiden Fisher et pour Indiana. Et finalement, le gros nom sur le backfield défensif, ça va être D'Angelo Ponds. D'Angelo Ponds, c'est un super cornerback. Il va nous faire une très, 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 très bonne saison. Encore une fois, ceux qui suivent le college football pour suivre la draft, ça, c'est un nom à retenir. D'Angelo Ponds, très, très bon. Gros nom. En revanche, hors de Ponds, il n'y a pas vraiment de gros nom. Peut-être Amaro Knighten de Northern Illinois. J'en ai parlé dans les transferts. Mais globalement, ça va se disputer le poste pendant les summer practice. Voilà. Comme je l'ai un peu dit, on a beaucoup de talent qui revient, de la production qui revient. Il y a au moins un leader par escouade, offensive, défensive et par ligne. Donc, sur la D-line, il y a quelqu'un, sur la il y a quelqu'un, DB, il y a quelqu'un. Ça va être une saison très intéressante pour Indiana, c'est pas le plus facile non plus. Pareil, hein, à l'image de Illinois, hein, c'est pour ça qu'on fait la preview d'ailleurs ensemble, c'est parce que c'est un peu les mêmes choses. Ils vont se déplacer pendant les 4 premières semaines. Hein. Ils reçoivent pendant 4 premières semaines. Ils reçoivent Old Dominion en ouverture, Kennesaw State, Indiana State et Illinois. Donc le 4e match, ça va être contre Illinois. Attention à ce match, comme je l'avais dit. Ça peut aller des deux côtés. Hein. Je l'avais dit dans la preview d'Illinois. Indiana, c'est un gros morceau. À voir, ça peut aller 50-50 des deux côtés. Qui gagne, qui perd, on ne saura pas. Et ensuite, ils ont quand même un gros stretch de ces 3 semaines entre Illinois, Iowa, Oregon, Oregon. Heureusement, ils ont un bye week avant Oregon, mais c'est pas facile de jouer des équipes comme ça. Ensuite, ils reçoivent Michigan State et UCLA, puis se déplacent pour finir à Maryland, à Penn State. Ils reçoivent Wisconsin et ils finissent avec Purdue cette année. Globalement, c'est un calendrier qui est plutôt coriace. Ils ont quelques matchs faciles, mais quelques matchs compliqués. Le stretch Illinois, Iowa, Oregon va être compliqué. Penn State, ça va être le gros morceau de leur calendrier. Puis l'année dernière, ils ont eu un calendrier très très facile. Donc à voir ce que ça donne cette année avec un calendrier un peu plus corsé, si je puis dire. Moi, je vais prédire un bilan de 8-4, un peu comme j'ai prédit avec Illinois. En tout cas, dans le pire des scénarios, si tu perds contre Illinois, Iowa, Oregon et Penn State, tu fais quand même 8 victoires. C'est pas si mal. Tu risques d'en gagner 1 ou 2. Donc voilà, je mettrais peut-être un 9-3, voire 10-2. Et comme à Illinois, si jamais tu es à 10-2, tu peux te retrouver avec
soit une place en championnat, en Big Ten Championship Game, soit arriver par la petite porte en playoff, surtout si tu es à 10-2. Comme Illinois, 10-2, 8-4, on va dire ça va être le plancher et le plafond. Ça va être encore une fois une équipe intéressante à suivre, une année intéressante. À voir s'ils gagnent les matchs au bon moment. Et puis en tout cas, moi j'ai hâte de regarder Illinois et Indiana cette saison. C'est sûr que la Big Ten, ça va me régaler comme d'habitude. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou bonne fin de soirée si vous écoutez le podcast en fin de journée. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes de Big Ten. Il y a d'autres gros morceaux. Donc, on a fait du Penn State, on a fait du Ohio State, on a fait du Oregon. Allez écouter si vous avez l'envie. Là, on a eu Illinois, Indiana. Il reste des programmes comme USC, comme Washington, comme UCLA. Donc, il reste quand même pas mal de gros programmes à faire. Et puis, voilà, restez connectés. La saison approche. Ça commence le 23 août pour ceux qui auraient oublié, avec un match en Irlande. Mais voilà, on va se régaler. Puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Puis, à la prochaine. Bye bye.